Jeudi 6 juin 2024, à Paris, dans l'ex-chambre de Marc. Un mois est passé depuis mon dernier récit. Le dimanche 26 mai, il y a bientôt 15 jours, nous étions tous à Kerguelen, mis à part Simon, qui était resté à Paris. Roland et moi étions arrivés dans notre maisonnette au bord de la mer. Une dizaine de jours plus tôt, Marc et Delphine nous avaient rapidement annoncé leur prochaine venue. Marc avait cessé de travailler une semaine avant la naissance de Betty, qui eut lieu le 13 avril, et il avait prévu de reprendre le travail le 12 juin. Ses congés s'élevaient donc à plus de 2 mois. Marc et Delphine préféraient, plutôt que de rester à Paris avec leur bébé, passer presque 3 semaines avec nous dans le Morbihan. Ils arrivèrent en voiture tard dans la soirée le vendredi 17 mai et repartirent le 3 juin. Le dimanche 26 mai, au milieu donc de leur séjour, j'étais sur la plage, adossée à la digue. Mon regard embrassait toute la longueur de la baie quasiment déserte en cette fin d'après-midi. Le soleil brillait encore dans un ciel uniformément bleu qui se reflétait sur la surface miroitante de l'océan. Marc avait participé le matin même aux 10 kilomètres de Paris organisés par Adidas. Il avait pris le train le vendredi après-midi pour être au départ le dimanche matin au pied de l'Arc de Triomphe. Delphine et Betty étaient restées avec nous. Marc et Simon avaient prévu de longue date de participer ensemble à cette course. Marc avait repris le train le dimanche après la compétition et un déjeuner au restaurant avec Simon et quelques amis. Delphine était allée le chercher à la gare d'Auray. J'étais sur la plage. J'écoutais un livre audio. J'observais les manœuvres des bateaux de croisière. Certains hissaient les voiles, s'éloignaient de leur corps mort en partance pour une promenade vespérale. D'autres arrivaient, sortaient les gaffes et se saisissaient des bouées après leur promenade du jour. Marc était de retour. Il portait sa combinaison et partait nager. Il m'aperçut et me dit bonjour. Il avait l'air malheureux, presque en colère, mais très peu. La tristesse l'emportait. Delphine fait tout pour m'ennuyer, me dit-il. Elle ne veut pas que je m'amuse. Depuis que je suis arrivée, elle n'arrête pas. Avec des choses matérielles, je dois téléphoner à un tel et un tel, elle m'ennuie. Avec l'intendance. Elle me parle du mariage, sans cesse, de sa préparation. Et ensuite elle se plaint. Elle dit qu'en dehors de l'organisation et du concret, on ne fait rien ensemble. On ne se dit rien. Alors je lui ai dit, ah bon, tu trouves qu'on ne fait rien? Eh bien propose. Organise donc quelque chose. Marc n'a jusqu'à présent pas ménagé sa peine en tant qu'organisateur des loisirs. Il anime et il propose. Delphine est issue d'un milieu modeste, il lui a appris à nager, il a navigué avec elle, ils sont partis ensemble en randonnée, ils ont fait du ski à la montagne et elle a essayé d'apprendre la plongée sous-marine. L'expérience ne lui a pas réussi. Elle a failli se noyer en raison d'une grave négligence du moniteur. Elle n'envisage plus pour l'instant de réitérer la tentative. J'avais envie d'aller nager, poursuivit Marc, et elle ne cessait de me retenir pour des choses inintéressantes. Je sais bien, lui ai-je répondu, Delphine est ainsi, comme sa mère, qui fait tout pour ennuyer son mari. Il est pour elle une sorte de souffre-douleur, il l'aide à vivre, tu sais bien. Elle manque de vie intérieure. Mais j'ai confiance en toi, tu connais Delphine. Vous vivez ensemble depuis assez longtemps, tu lui expliqueras. Quand ce sera le moment, tu lui parleras. Je ne suis pas inquiète. J'ai eu tort de t'en parler, conclut-il, et il s'éloigna. Il se repentait en effet de s'être laissé aller à la confidence. Il ne découvrait pas le caractère de Delphine, il savait que je le connaissais aussi, et il considérait probablement qu'il était complètement inutile de se plaindre, mais il était blessé. Il avait l'impression qu'elle se refusait par principe à lui faire un peu plaisir. Delphine tente d'imposer sa volonté. Marc doit se plier à ses désirs concernant la vie matérielle. Elle est propriétaire de leur voiture de grande taille, une imposante 3008 Peugeot, mais c'est Marc, un matin, à Kerguelen, qui a dû téléphoner sur sa demande pour prévoir la révision du véhicule. Elle n'a rien à faire en ce moment, avait-il ajouté avant de regretter de m'avoir parlé. Vous êtes là pour l'aider, mais non. Elle est toujours sur mon dos. Je le voyais partir, triste et accablé, et aussi parce qu'il avait eu tort, pensait-il, de s'épancher auprès de moi. Il marchait lentement, longeait la grande plage, dépassait la zone des rochers pour accéder à l'espace où il pourrait nager. Il portait sa combinaison, trop légère,
dont il m'a souvent parlé pendant le séjour. S'il plongeait un peu profondément, il évoluait dans une eau dont la température n'excédait pas les 14 degrés. Il était frigorifié. Mais il a nagé longtemps et souvent, et il aime être dans l'eau. Il s'éloignait, sous le vent, vers la partie est de la baie, serré dans sa combinaison, pensif, préoccupé, et déterminé malgré tout à trouver quelques bribes de bonheur là-bas, en traversant les vaguelettes par des mouvements de crawl, en essayant de se réchauffer. Marc m'avait parlé, il s'était détendu, puis il s'était reproché de s'être épanché, mais il avait été sincère, il n'avait pas voulu jouer avec moi en m'inquiétant par l'expression de sa tristesse. Il n'en demeurait pas moins que je me sentais choquée et malheureuse, en dépit de mes réponses destinées à l'apaiser, l'assurant qu'il parviendrait à dissiper les malentendus avec Delphine. Il saurait faire, lui avais-je dit. Je n'avais pu répondre autre chose, j'avais été honnête. Mais peut-on être sûr, réellement, de ce que réserve l'avenir? Je me levai. La pause plage littéraire et contemplative était terminée. Je ne pouvais rester plus longtemps sur le sable, paisible, observant la direction du vent, la forme des vagues, les allers-retours des planches à voile, ainsi que les flaques brillantes retenues à marée basse dans les creux de rochers. Je devais bouger. Que pouvais-je faire? Aller à la chapelle de Locbrieux à Querbille-en-Plage, à environ 10 minutes à pied? Aller jusqu'à l'église Saint-Guénolé, dans l'ancien bourg de Querbillan, à quelques 2 kilomètres de la côte? Non, ce serait triste et sévère, trop austère et exigeant. J'ajouterais encore à mon abattement, non. Le plus facile, le plus doux, serait d'appeler Roland et de lui raconter. Je ne serais plus seule à porter l'inquiétude. Je lui téléphonais. Il était dans la maisonnette avec Delphine et Betty. Pourrais-tu venir, s'il te plaît, lui dis-je. Je suis sur la promenade de la grande plage. Je ne le convoque jamais ainsi, sans explication préalable. Nous ne vivions plus en tête-à-tête depuis plus d'une semaine, depuis l'arrivée des jeunes à Querbillan. Nous n'avions plus nos conversations quotidiennes qui me permettent, alors que nous passons nos journées l'un avec l'autre, de me sentir équilibrée, de percevoir le sens de notre vie ensemble. Mais les choses étant ainsi faites, Marc et Delphine nous avaient rejoints et un nouveau rythme s'était installé. Nous nous retrouvions tous quatre le soir autour de la table du dîner. Dans la journée, chacun garnissait à sa façon son assiette personnelle. Nous nous croisions, bavardions le matin, à l'heure du déjeuner, l'après-midi, nous nous racontions nos différentes activités, nous nous répartissions la garde du bébé. Le temps fort en commun intervenait le soir. Ni Roland ni moi n'avions en fait envie de nous rapprocher en nous séparant des autres. C'eût été décalé. Nous vivions au rythme du groupe. Ce mode d'existence, en partie social, un peu tribal, contrastait avec la complicité presque fusionnelle que nous vivons par ailleurs. Je n'aime pas les changements. Je crains les ruptures. J'avais anticipé la difficulté. Mais je n'en avais rien dit à Roland. Je n'avais pas commenté. Je m'étais préparée, concentrée, pour vivre au mieux cette cohabitation qui durerait presque 3 semaines. J'y avais pensé, précisément, parce que je ne voulais pas souffrir. J'avais compris l'année dernière, lors de notre premier été passé dans notre maisonnette récemment acquise, que Marc et Delphine arrivaient quasiment sans prévenir. Ils appréciaient de nous rejoindre pour partager leurs vacances avec nous. J'avais été surprise sur le moment. Je n'avais pas prévu que l'usage de notre maisonnette serait celui-ci. Je m'étais sentie envahie et malheureuse. J'avais ensuite réfléchi et avais conclu en toute sincérité qu'il serait préférable de vivre nos vacances en respectant certaines frontières. La vie ensemble n'était pas nécessairement très épanouissante pour un jeune couple. Mais, en 2024, la réalité s'imposait. Marc et Delphine arrivaient à l'improviste, ils avaient un nourrisson. C'est bien normal, m'avait dit Roland, les pauvres. Ils ne vont pas rester enfermés dans leur appartement parisien, tous les deux, avec un bébé. Ce sera tellement plus agréable d'être au bord de la mer pour eux, pour Betty, pour sa santé. Nous ne pouvions décemment pas faire nos bagages et rentrer à Paris. Je n'avais pas le choix. J'avais réfléchi, je m'étais préparée et concentrée, comme une sportive méritante avant une épreuve, comme un candidat sérieux avant un examen, pour gagner en souplesse,
et ne pas connaître le malaise de l'année précédente. Depuis l'arrivée des enfants, Roland et moi cohabitions, sans nous parler. Je ne le vivais pas mal grâce à mon analyse lucide et à mon acceptation de la situation. Cette existence n'est pas celle que je préfère. J'aime mieux vivre seule avec Roland. Cependant, je ne souffrais pas cette fois-ci. Mais ce jour-là, après avoir vu Marc qui se dirigeait vers la mer pour aller nager, triste et courageux, persévérant, avec l'intention de surmonter ses différends avec Delphine, une gêne m'avait soudain envahi. Je parlerai à Roland. Je ne l'ennuierai pas avec mes réticences envers les jeunes, je ne jouerai pas à la belle-mère à problème qui supporte mal la proximité de la jeune génération. Il ne s'agissait que d'adoucir mon inquiétude provoquée par les confidences de Marc. Bien m'en a pris. Roland m'a rejointe et nous avons marché tout en parlant. Je lui ai d'abord dit que nous n'échangions plus, parce que notre mode de vie n'y était pas propice. Nous n'avions pas eu l'occasion auparavant d'évoquer explicitement ces nouvelles conditions de vie qui étaient provisoirement les nôtres. Tu vois que je ne suis pas malheureuse, lui ai-je dit. Tu ne me sens pas troublée, je le vis bien. Je le rassurai, puisqu'il avait eu droit l'année dernière à mes réflexions et états d'âme. Je lui rapportai les récriminations de Marc. Il m'écouta. C'est la vision de Marc, me dit-il, regarde. Il est tout de même allé faire les 10 kilomètres de Paris, comme il en avait envie. Ils pratiquent pas mal, tous les deux, les rapports de pouvoir. Ce n'est pas nouveau. Marc n'a pas la vie si dure. Il prend souvent du bon temps, sans Delphine, et elle l'accepte. Avoir échangé avec lui m'avait soulagée. Je n'aime pas sentir Marc malheureux. Je l'avais vu aller vers la mer pour réussir à s'évader, pour réussir à surmonter sa peine et à vivre sa vie de couple basée pour l'essentiel sur des considérations matérielles. Il a besoin de respirer un autre air grâce au travail quand il est à Paris, grâce aux amis également, ou encore par l'intermédiaire du sport. Lorsqu'il est en vacances, le sport est son principal soutien. Il s'était dirigé vers l'océan, froid et peu accueillant, pour garder son équilibre et demeurer capable de donner à Delphine ce qu'elle désire, c'est-à-dire de poursuivre sa vie en famille à ses côtés. Il y parvient au prix d'une intense activité. Il marchait grave et soucieux et je me disais que Delphine n'adoucissait pas ses jours. Elle est exigeante et ne cultive pas une exceptionnelle vie intérieure. Elle demande en conséquence qu'il lui consacre du temps. Elle dépend de lui très légitimement selon elle. Je croisais Marc un certain nombre d'autres fois au cours de notre séjour maritime. Il quittait la maisonnette, il partait courir. Il avait besoin d'exercer ses muscles. Dans les marais salants, les chemins forestiers, les routes de campagne qui longeaient les menhirs, près des bateaux, alignés sur les quais de la Trinité. Il comptait sur sa forme physique pour demeurer un solide et fiable compagnon aux côtés de Delphine. Notre vie était structurée par le dîner autour de la table de la salle à manger qui donnait sur notre petit jardin bordé de rosiers et de mimosas. Marc s'appliquait à créer de la vie entre nous à l'aide des mots, animation essentielle s'il en est, pour qu'émerge le plaisir d'être ensemble. Il nous dit qu'il avait découvert une chaîne culturelle sur YouTube dont il écoutait surtout les émissions d'histoire, de géographie ou de sciences de la Terre. Il nous a longuement parlé des Incas. Il a entamé une autre fois, après son aller-retour en train à Paris, un développement sur la maladie de la rage qui avait, pendant des siècles, terrorisé les villes et les campagnes. L'angoisse était profonde, constante, car le danger était permanent et non pas épisodique, comme dans le cas de la peste ou du choléra. Ces dernières maladies décimaient certes des populations entières, mais des rémissions intervenaient en dehors des périodes d'épidémie. Les relations furent, à mon goût, moins plaisantes quand il s'était absenté pour les 10 kilomètres de Paris. Delphine, éminemment matérielle, s'occupait de lait, de biberons et de couches. Elle ne parlait que de sujets visibles et pratiques. Roland s'adaptait. Il est, lui aussi, très concerné par les aspects concrets et tangibles de l'existence, mais il est souple. Il sait, avec moi, arpenter d'autres chemins, jalonner d'incursions vers des idées, des hypothèses, des imaginations. Mais lorsque nous étions à table le soir, tous les trois, et que j'essayais, par exemple, d'orienter la conversation vers ma lecture du jour, je lisais Madame Zola d'Evelyne Bloch-Dano.
et d'évoquer le drame des enfants abandonnés au XIXe siècle en France, il me jetait un regard fulgurant et méchant, signifiant: mais où vas-tu encore t'embarquer? Tais-toi donc, arrête avec tes originalités. Il m'isolait. Ni l'un ni l'autre ne m'offrait un début de rebondissement. Mes tentatives d'échange de ce genre s'enlisaient dans un marais d'inintérêt. Un autre soir, plus sympathique puisque Marc était là, nous parlions de la psychologie et des motivations des personnes capables d'écrire des lettres anonymes et de provoquer ainsi parfois de terribles drames. On s'interrogeait sur cette démarche aussi étonnante que malveillante. Marc avait initié cette conversation. Roland, Marc et moi avions des opinions proches, mais pas exactement semblables. Nous tentions d'expliciter notre pensée, d'en préciser les différences et les similitudes. Le sujet n'intéressait pas Delphine. Elle a alors commencé à interpeller son chien, d'une voix forte et sonore, simulant avec lui une affectueuse conversation. Elle a pratiqué de même avec Betty. Roland, Marc et moi devions hausser le ton pour réussir à nous entendre. Les paroles de Delphine gagnaient alors encore en puissance. Cette anecdote, presque caricaturale, m'apparaît symbolique d'une forme de clivage familial. Côté Valente, si je puis dire, pour simplifier, nous tentons de nous émanciper en évoquant d'autres sujets que les voitures, les assurances, l'essence ou les travaux du futur appartement des nouveaux parents. Delphine, en revanche, en ce cas du moins, résistait fermement pour s'opposer à nos lunatiques déambulations. Je m'étais réjouie de revoir Marc après son absence de 2 jours. L'atmosphère gagnait alors en légèreté. J'engageais à table, le soir de son retour, encore et toujours, je persévérais sans lâcher l'affaire, une conversation en n'explorant pas la thématique des achats ou de notre petite Betty, si mignonne et si charmante, qui grandit magnifiquement, qui donc pourrait affirmer le contraire. Je revenais à l'essai d'Evelyne Bloch-Dano sur Alexandrine Zola, la modeste lingère qui a passé sa vie auprès de l'une de nos gloires littéraires du XIXe siècle français. Je parlais de l'instinct de vie de cette femme, savourant les plaisirs de l'existence, de son intelligence pratique et intellectuelle également. Je m'efforçais de tirer des conclusions, inspirées de la pensée darwinienne. J'avoue que ma démarche pouvait paraître discutable ou pas trop élaborée, mais je parlais pour voyager avec les mots, pour échanger, poser des questions, pour vivre ensemble. Quelles sont les qualités humaines, demandai-je, qui favorisent à ce jour la survie d'un individu, ainsi que sa reproduction à l'aide d'une descendance? Je réfléchissais en parlant. Je tâtonnais. Parmi les quelques idées sans doute approximatives que j'avais cru comprendre relatives aux théories de Darwin. Je ne vois pas ce que tu veux dire, avait rétorqué Roland, visiblement bougon, fatigué ou gêné par l'originalité bizarre de mes interrogations. Sa remarque était probablement fondée, la limpidité de mes propos était loin d'être exemplaire. Je précisais. J'essayais d'exprimer que selon Darwin, la sélection naturelle favorisait les individus dont les capacités de survie étaient les mieux adaptées. Mais pouvait-on encore raisonner ainsi, alors que dans nos sociétés développées, les plus faibles sont légitimement aidés par les pouvoirs publics? Je me demandais si la longévité d'un individu ou son désir de descendance n'était pas plutôt désormais lié à la joie de vivre de chacun. Marc approuvait son père, mon raisonnement n'était pas clair, mais il participait. Il ne m'abandonnait pas à la solitude de mes efforts pour tenter de jouer un tant soit peu avec les idées. Comme moi, il consultait son cahier personnel où il notait des thèmes possibles pour de futurs échanges. J'appréciais sa solidarité. Cette conversation relativement spécieuse sur les qualités humaines contemporaines favorisant longévité et progéniture fut conclue par une indiscutable sentence de Roland: dans les sociétés où on est soucieux de sa propre survie, nous dit-il, la déprime n'existe pas.
Des sourires échangés et un évident consensus d'ensemble accompagnèrent cette très judicieuse affirmation. J'ai rapporté ici le souvenir assez flou et imprécis de cette conversation socio-psychologico-darwinienne qui n'était peut-être pas la plus limpide de toutes, mais qui eut le mérite d'exister. Ce type d'échange a fait partie des divers bonheurs que j'ai appréciés pendant ces quelques jours. Une autre joie me fut prodiguée par le spectacle de l'affection qui unit les deux frères. J'étais émue que Marc aille courir avec Simon et aussi de recevoir ce fameux dimanche une photo où ils figuraient tous deux sur la ligne d'arrivée. Ils affichaient un grand sourire, se ressemblaient comme deux figurines soufflées par le même maître verrier et arboraient la médaille de ceux qui avaient terminé la boucle. Ils étaient euphoriques, Simon était épuisé, il s'entraîne beaucoup moins que son frère, l'exercice fut une sinécure pour Marc qui pour sa part court régulièrement. Il s'était adapté au rythme de Simon. J'ai connu, le matin du jour où Marc et Delphine ont quitté Kerbian, un autre moment de bonheur. Ils sont partis le lundi 3 juin aux alentours de 17 heures. Lorsque je m'éveillais, je savais que ma journée consisterait, plus ou moins, à accompagner les préparatifs du départ, à être dans l'expectative du moment où ils monteraient en voiture. J'ai passé 2 heures de la matinée dehors avec Betty. Je poussais son landau, marchais sur le sable mouillé de la plage, je lui parlais, elle m'a fait ses tout premiers sourires. Elle a commencé par une première ébauche, très attentive à l'intonation de ma voix et à mes mouvements de tête. Elle a ensuite réitéré et elle a enfin conclu par un troisième, plus clairement affirmé. Je l'avais emmenée pour libérer Delphine. Elle pouvait ainsi ranger aisément ses affaires. Elle y parvint sans problème, puisqu'à mon retour, alors que la petite était en pleurs, je suppose qu'elle devait être lasse de la position allongée sous la capote de la nacelle, je découvris que Delphine était non seulement arrivée au terme de ses préparatifs, mais avait eu également le temps d'aller promener les deux chiens. Elle avait bouclé les bagages beaucoup plus rapidement que je l'avais imaginé. J'avais, quoi qu'il, que je l'avais imaginé. J'avais, quoi qu'il en soit, attendu depuis le matin l'évolution de la situation et j'avais vu Marc, dès 9 heures, sortir de sa chambre, revêtir sa mince combinaison, prendre son fusil sous-marin récemment acquis et partir à la pêche. Simon nous avait rejoints par le train lors de ce dernier week-end et il avait signifié à son frère que s'il réussissait à pêcher un poisson, à le cuisiner et à le proposer à table avant qu'il ne quitte Kerbian, les 3 jeunes partaient ce même jour, ils doubleraient la cagnotte constituée par leurs collègues pour le cadeau de naissance de Betty. Marc partit et revint avec un magnifique mulet qu'il fit cuire et qui fut délicieux. Existe-t-il en effet un mets plus savoureux qu'un poisson grillé venant immédiatement d'être pêché? J'ai apprécié de voir mon fils, dynamique et joyeux, aller au-devant d'une partie de plaisir en mer alors qu'il partait l'après-midi. J'aime quand il se montre ainsi. Son comportement à Kerbian, celui-ci en particulier, ainsi que ses autres attitudes actives et entreprenantes que j'ai rapportées, illustrent, selon moi, la démarche qui l'anime. Laissez-moi respirer, semble-t-il tacitement exprimé. Laissez-moi vivre de bons moments, et je resterai ainsi, avec ma compagne. Marc trouve difficilement des combinaisons à sa taille. Il est plus grand que la moyenne, son poids est normal, et s'il choisit une combinaison qui lui convient du point de vue de la hauteur, elle est alors conçue pour gros monsieur. Elle est trop ample au niveau du ventre, des filets d'eau circulent entre sa peau et le vêtement censé être étanche, et le froid se fait sentir. Il a réussi avec peine à acquérir sur Internet une combinaison de natation adaptée à sa morphologie. Ainsi équipé, il peut aller nager, mais lorsque l'eau est aussi fraîche que ces derniers temps, il ne peut y rester longtemps. Il a par ailleurs utilisé cette combinaison pour un autre usage que la natation. Il l'a employée comme une combinaison de plongée en apnée, c'est-à-dire en demeurant longtemps dans l'eau, en effectuant peu de mouvements, en observant à l'affût la faune sous-marine. Il est, à chaque fois,
revenus frigorifiés. Il est en règle générale prudent et réfléchi avant de se décider à entreprendre des achats, mais il envisage maintenant, après s'être confronté à ces déplaisantes températures, d'acquérir une vraie combinaison de plongée épaisse, munie d'une cagoule qui ne permet pas réellement de nager. On ne peut, avec un vêtement aussi massif, aisément bouger les bras. Concernant les jambes, des battements de pieds avec palmes sont à peu près les seuls possibles. On peut ainsi rester des heures dans l'eau avec ou sans bouteille d'oxygène, avec un fusil. Si l'on renonce toutefois à la bouteille d'air comprimé, le fusil est autorisé uniquement si l'on nage en apnée. Marc prépare en ce moment l'examen correspondant au niveau 2 de plongée sous-marine. Ce diplôme l'autorisera à plonger avec bouteille sans être accompagné par un professionnel. Il a, dans le cadre de cette préparation, effectué 2 exercices de plongée samedi dernier sous la direction d'un moniteur. Il avait dès 8 heures du matin rendez-vous avec les autres participants dans le vestiaire du yacht club. Il a enfilé une combinaison du club, inadaptée, comme il se doit, trop large au niveau de la taille. Le vêtement trop grand laissait circuler de conséquents courants aquatiques. Il a plongé jusqu'à 40 mètres de profondeur. Il était par ailleurs transporté dans le bateau à moteur du moniteur pour accéder aux différents lieux de plongée. Le froid était intense en ce début de matinée alors qu'il portait son vêtement passoire de flux maritime. Le groupe revint à terre à plus de 13 heures. On imagine aisément quel état de glaciation polaire il avait savouré alors qu'il évoluait sur ou sous la surface de la mer. Mais il était motivé par le but qui s'était fixé pour gagner ainsi en liberté sous-marine. Il était allé, en début de séjour, au décathlon de Vannes pour compléter ses réserves d'appât et acquérir des équipements nécessaires pour des plongées profondes, telles qu'une boussole étanche et une montre numérique opérant des calculs sous-marins. Il avait anticipé, avant d'entrer dans le magasin, le montant de la dépense. Si vous aviez vu, nous a-t-il dit, devant moi, il y avait un gars. Il en avait pour 1200 euros. Il a tout acheté. Un équipement complet de pêche terrestre et de plongée en apnée, et visiblement il n'y connaissait rien, il doit débuter, ne même pas savoir s'il appréciera, mais il a acheté sans réfléchir, sans évaluer le prix. Et attendez, il a dû appeler sa banque pour augmenter le plafond de ses dépenses autorisées. Il s'y est pris à 3 fois. Incroyable, non? C'est pas bien malin de se précipiter. Et puis aussi, n'avoir même pas évalué ce que seraient ses dépenses. Il était fier de son récit, content de lui, à n'en pas douter, je m'en réjouis. Je l'ai beaucoup fragilisé quand il était enfant. Il était objectivement peu concerné par l'école, et je l'ai harcelé sans ménagement en vue des résultats scolaires. Il a manqué d'assurance dans son passé. Il s'affirme maintenant, en dépit de mes anciennes maladresses maternelles. J'en suis heureuse et rassurée surtout. Il avait également longuement hésité avant de s'équiper du fusil sous-marin qu'il a utilisé avec succès. Il craignait de se blesser ou de blesser un nageur. Il ne s'est décidé qu'après une réflexion de plusieurs années. J'ai dû rapidement abandonner la plage en fin d'après-midi samedi dernier, le jour où Marc avait entrepris ses exploits de plongée en eau profonde. J'ai couru à la pharmacie de Querby-en-Plage avant qu'elle ne ferme ses portes. Je souffrais depuis quelques jours d'un début de panarie et son évolution m'avait à ce moment-là soudainement semblé inquiétante. Et si par malheur, l'infection progressait, envahissait mon doigt, puis ma main, et cheminait ensuite, comment savoir, jusqu'à l'organe vital du cœur. On a tous, au moins une fois dans sa vie, entendu des récits de ce type, terribles et angoissants s'il en est. Je parcourais à petite foulée les rues de Querby-en-Plage, dépassais divers glaciers, crêperies et boutiques proposant maillots de bain ou planches à voile pour trouver une porte hermétiquement close. La pharmacie était fermée le samedi. J'adressais mentalement ma chaleureuse gratitude au service d'Internet qui avait, comme de bien entendu, mentionné le contraire. De retour à la maison, je dis un mot à Roland de l'état de ma main. Il n'en savait encore rien, toute préoccupation de santé prenant immanquablement dans son esprit d'impressionnantes proportions.
Chacun s'est alors mis en action, consultant son téléphone portable pour découvrir qui une pharmacie, qui un cabinet médical encore ouvert à cette heure. Marc y parvint, en trouvant une pharmacie sur le port de la Trinité, ouverte jusqu'à 19 heures. Il m'y a conduite, j'ai obtenu le produit désinfectant préconisé en ce cas, et ce fut à cette occasion de notre aller-retour à la Trinité que j'ai appris les détails de son expérience de grand froid vécu dans la journée. La matinée de plongée avait été suivie l'après-midi par un long cours théorique. Marc, qui connaissait déjà la matière pour l'avoir étudiée dans des livres de plongée, s'y était ennuyé. Mais il avait, aussi raisonnablement que diplomatiquement, pris patience. Le moniteur qui prépare le groupe à l'examen sera aussi celui qui, à la fin du mois de juin, délivrera les diplômes. Marc m'a proposé le lendemain, à la première heure, de me réserver un rendez-vous médical lundi matin par Doctolib. J'ai décliné son offre, espérant que le traitement désinfectant ferait effet. Le lecteur s'interroge-t-il sur mon insistance à relater les qualités de mon fils que je dépeins, volontaire, actif, serviable et déterminé. Je l'éclairerai ainsi. J'ai si longtemps craint qu'il ne soit, lorsqu'il était enfant puis adolescent, par trop passif et nonchalant, que je n'ai cessé de le pousser, dès que des perspectives de loisirs se profilaient à l'horizon, à naviguer, en dériveur ou en planche à voile, à faire du ski, du tennis, je ne sais quoi d'autre encore. Je déclarais la guerre à l'immobilité, ou pire encore, à la possibilité de l'émergence d'un triste abattement. Mes appréhensions ne se sont visiblement pas réalisées. Je ne me lasse pas de consigner et de souligner les événements actuels qui démentent mes craintes passées. Dis maman, m'a demandé Marc pendant le séjour, dans le passé, est-ce que vous partagiez, papa et toi, les tâches domestiques? Marc m'avait déjà dit que Delphine veillait entre eux dans ce domaine à une égalité totale. La balance penche même, me semble-t-il, bien davantage du côté de Marc, alors que ses heures de présence chez ZA Infrastructure sont largement supérieures à celles de Delphine à l'université de Nanterre, où elle enseigne les matières de gestion. On ne répartissait rien, ai-je répondu sans hésiter. Peu nous importait en fait, on laissait faire, comme on sentait en fonction de nos goûts. Et ça n'a pas changé. Marc était parfaitement capable d'interpréter ma réponse. Lorsque Roland travaillait, du temps de ma retraite anticipée, je me chargeais de l'intendance. L'organisation était identique lorsque nous travaillions tous les deux, je n'en étais pas gênée. Nous avions embauché à la naissance de Marc une dame qui dans la journée s'occupait de lui et de la maison. Roland assure maintenant le rôle de cuisinier en chef quand les jeunes partagent notre table. Il approvisionne également la maison en réserve alimentaire. Mais il est normal malgré tout, nous a dit Delphine, que la charge soit partagée. Remarque que j'ai, comme il se doit, promptement approuvé. Delphine n'a à aucun moment du séjour manqué de faire remarquer à Marc qu'il oubliait, lorsqu'il changeait Betty, de mettre la couche usagée dans la poubelle. Il est certes loin d'être un champion du rangement, il essaime sans problème dans les endroits les plus divers d'un logis ses shorts, chaussures, t-shirts et chaussettes. Son père n'est pas plus ordonné, mes qualités en ce domaine ne sont pas plus éclatantes. Je fus cependant celle qui a tenté, passant régulièrement derrière chacun, de maintenir un ordre suffisant dans notre maisonnette. Celle-ci, qui est en réalité un petit appartement de 65 mètres carrés situé en rez-de-jardin à 2 pas de la plage et du yacht club, exige, en raison de son exiguïté, un minimum d'attention pour qu'elle demeure vivable. Delphine n'est en la matière pas plus efficace qu'aucun d'entre nous. Je rangeais donc. Je déposais avec persévérance les affaires de Delphine et de Marc, égaillés au petit bonheur sur des tabourets pliants que j'ouvrais dans le salon devant la porte de leur chambre. Les tabourets se multipliaient du côté de leur espace personnel, libres à eux ensuite de traiter à leur guise l'encombrement qui en résultait. Delphine, comparable donc à Marc concernant ses aptitudes au rangement,
n'aurait cependant en aucun cas négligé de le réprimander au sujet d'une couche usagée, oubliée sur le rebord d'une table. J'avoue, maman, disait Marc, pratiquant à l'évidence l'art de l'autodérision alors qu'il se préparait à partir lundi dernier avec compagne et enfants, je suis un peu bazar. Mais il faut dire aussi que j'ai quelques excuses. Je suis actif, tu comprends. Je bondis, de la natation à la plongée sous-marine, à la course à pied et à la pêche. Ce n'est pas rien, tu vois. Alors évidemment, l'ordre s'en ressent. Marc est donc tout à fait conscient de son impressionnante capacité à multiplier les activités. Son frère lui demande parfois s'il ne pourrait pas par hasard décider de temps à autre de savourer quelques instants de répit. Lorsqu'ils étaient adolescents, Simon patientait le plus souvent de longues heures le matin à Querbillon pour que Marc daigne enfin émerger du sommeil. Je n'inventais pas, je n'imaginais donc pas à l'époque sa nette tendance oblomovienne ou lymphatique. Elle existait. Simon attendait son frère. La situation s'est maintenant inversée, il s'active. Il ne peut, pas plus que moi, avoir oublié ma préoccupation passée relative à son caractère, qui tendait vers la passivité, à l'exception des moments où il se tournait vers les jeux vidéo. Et je le soupçonne d'être assez fier de souligner, comme il l'a fait avant son départ, son remarquable dynamisme, qui lui permet par ailleurs de vivre avec Delphine. Roland et moi sommes allés à la messe dimanche dernier. Nous gagnions régulièrement l'église à l'issue d'une agréable marche d'une demi-heure depuis la plage jusqu'au bourg de Querbillon. Le ciel clair se reflétait dans les étiers. D'anciennes salorges découpaient au loin leurs silhouettes massives du côté de Louarnel. À notre retour, Delphine était sous la douche dans une maison vide. Marc et Simon étaient sortis pour une longue balade avec Betty. Ainsi assiste-t-on à tout moment à la reconstitution de la Ligue, plus précisément de la fraternité dissoute. Confirmation m'était ainsi donnée, à ma grande satisfaction, du plaisir des deux frères à être ensemble. Nous avons ce même jour, le soir, entrepris une partie de molki, un genre de jeu de quilles d'origine bretonne ou finlandaise. Nous lancions le cylindre de bois dans le jardin de la copropriété qui prolonge notre modeste jardinet. Delphine avait préféré s'abstenir. Elle était assise sur un tabouret pliant près du landau de Betty et observait nos performances, sans éclat de mon côté. Mon équipe, comprenant Simon et moi, a, de mon fait, indiscutablement perdu. Simon est arrivé en train vendredi dernier à 13h. Roland et moi sommes allés le chercher. Il a donc profité de la fin de journée du vendredi, du samedi et du dimanche. Il a repris le train lundi soir à 20h après une journée de télétravail. Je rapporterai quelques éléments sur le séjour de mon deuxième garçon, que le lecteur ne se trompe pas. Il est moins présent dans mes écrits, non pas parce que je l'aime moins, mais peut-être parce que mes préoccupations à son égard sont en ce moment plus discrètes que celles qui concernent son frère. Il trouve aisément sa place parmi nous à Querbillon. Il marche sur la plage ou dans l'arrière-pays en écoutant des podcasts. Il dit éprouver des difficultés depuis quelque temps pour se concentrer sur des livres audio. Il avait écouté le matin du 8 juin le récent débat politique diffusé à la télévision qui avait opposé l'ensemble des candidats aux élections européennes. Lui aussi a abordé divers sujets à table, permettant de s'éloigner pour un temps des pesanteurs quotidiennes. Je me souviens en particulier du thème des grandes migrations humaines depuis des millénaires, à l'origine du peuplement des continents. Vous voyez les parents, nous a dit Marc en début de séjour à Roland et à moi. Tout se passe bien. On vit bien quand on est ensemble. En fait, on préfère quand vous êtes là, avec nous, plutôt qu'à Paris. Roland avait indiqué il y a quelques mois à Marc, un jour où il évoquait les futures vacances, qui seraient sans doute préférables pour lui, pour son équilibre et celui de sa famille, qu'il passe un peu de temps tranquillement, avec Delphine et Betty, sans nous, dans la maisonnette. Le sous-texte de ses propos, que Roland avait en tête, était que je n'avais pas de mon côté particulièrement bien vécu l'été passé une cohabitation qui n'avait pas été prévue.
Lundi dernier, Marc et Delphine étaient dans la voiture avec leur petite, prête à s'endormir dans son siège auto sur la banquette arrière. Ils s'apprêtaient à partir, disant et répétant combien ils nous remerciaient. Alors c'était bien, n'est-ce pas, tous ensemble, à une fois de plus et avec enthousiasme, rappeler Marc. J'ai eu envie, pour le plaisir de l'écriture, de dépeindre ces quelques jours en m'arrêtant pour l'essentiel sur les moments de joie et de lumière. Mais je n'apprécie pas le côté clanique des familles. On s'ennuie toujours dans les familles. J'exprimais récemment cette opinion au téléphone à Fanny, l'une de mes amies qui écrit son journal et m'en fait part chaque jour par lettre orale. Je lui réponds, oralement également, par un message WhatsApp. On s'ennuie, lui disais-je, parce qu'il y a des rites, parce qu'on ne peut pas avoir de conversation intime, un peu profonde, parce que plus on est nombreux, plus les échanges sont extérieurs, en surface. Comment éviter alors l'ennui dans les familles? J'avais compris au fil des années qu'avec mon caractère, je m'étais ennuyée, adolescente, dans ma famille, qui n'avait sans doute eu que le tort de posséder en fait un mode de fonctionnement classique. Les familles établissent des relations claniques. Roland et moi avons réussi à ne pas être claniques avec nos deux fils. Ce fut possible parce que nous étions une micro-famille. Lorsqu'en revanche une personne nouvelle intervient, en l'occurrence Delphine, alors la convention habituelle de type social s'impose. Je n'apprécie pas. Je préfère en avoir une claire conscience. J'ai coché les uns après les autres les jours de présence des enfants. Je cochais, je comptais jour après jour, espérant garder ainsi courage et ne pas dériver vers la tristesse, et ainsi, en me concentrant, en me recueillant, en priant le matin, la vie a été douce. Mais j'ai été soulagée quand le séjour est parvenu à son terme. Je n'ai pas eu envie d'insister sur toutes ces précautions que j'ai dû respecter pour réussir à vivre le mieux possible. J'ai préféré retenir les pépites, les étoiles, les miettes et les bribes, les petits cailloux blancs posés sur le bord de la route, qui m'ont aidé, qui m'ont guidé, qui, chaque jour, ont maintenu mes pas sur le bon chemin.